Allô? Bonjour, bonjour. CPAS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Riffon. Allô, service informatique. T'as des droits, il faut aller au bon endroit. Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois? Petit fait noir là que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, Je suis la première architecte d'intérieur au CPAS et donc quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des Gilles de Binche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPAS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux, Pourquoi c'est intime les rêves? de leurs valeurs, J'aime bien être en communication avec les gens. de leur métier, mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société? Moi, j'ai dit, je reste pas, hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là. Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je m'en laisse. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 1. Ici vous êtes au 298A. Je m'appelle Zagdoudi Mohamed. J'ai commencé au back-office en tant qu'article 60. Il y a le front office, c'est tout ce qui est en relation directement avec les personnes qui vont bénéficier de CPS, etc., qui cherchent du travail et tout. Et il y a le back-office, c'est tout ce qui est administratif. J'ai continué au back-office avec un CDD, après un CDI, et après je suis devenu accueillant. Bonjour. J'ai rendu à 14h50 avec, je ne me rappelle pas le prénom, mais c'est dans le service Conema. Votre nom, s'il vous plaît? Vous pouvez patienter, monsieur. Vous pouvez patienter. J'attends ici, ça? Oui. Je vais dans une toilette? Prendre la clé ici. Il y a des gens qui viennent juste pour parler. Ne fût-ce que parler avec, parce que voilà, ils n'ont pas de famille ou ils veulent discuter avec une personne or qu'ils sont disputés avec leur famille ou un truc comme ça. Donc ils viennent discuter avec nous. On peut les orienter, on peut les aider, on peut faire beaucoup de choses. Accueillant, c'est pas juste accueillir les gens, c'est large, c'est vraiment très large. On peut aider au maximum. Après, voilà, on peut pas faire des miracles, mais on peut aider à notre niveau. On peut quand même aider à notre niveau. Là, il faut gérer le stress, il faut gérer le comportement des gens, il faut que tout le monde soit payé en temps et en heure. Il y a des gens qui font de leur possible pour aider les gens qui bénéficient ou qui veulent bénéficier du CPS. Parce que voilà, c'est pas un travail facile, mais voilà. Quand une personne est énervée, il faut savoir pourquoi. Enfin, si une personne est énervée, c'est pas elle est énervée contre une personne qui est, enfin, pas sur l'accueillant ou un truc comme ça. C'est voilà, elle a besoin d'aide. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Bonjour. Vous pouvez rester ici. Tu comptes? J'entends. J'ai eu assez pour demander les CD avant ton travail article 60 pour dans CV. Tu vas le chercher comment? C'est au 5e étage, madame. Vous pouvez monter au 5e étage. 5e? 5e. Votre nom, s'il vous plaît? Avec qui est cette avec vous pouvez patienter. Avec vous, Marie, c'est ça? Oui. D'accord. Marie comment?
Si une personne vient, si elle s'énerve, moi, personnellement, je comprends. Parce que voilà, si tu dors dans la rue ou tu as besoin vraiment d'argent pour ne fût-ce que manger, c'est normal que tu es énervé. Donc, moi, je comprends tout à fait. Quand une personne vient et déjà elle est énervée, etc., je sais que c'est pas contre moi. Voilà, c'est contre l'institution, mais voilà, quand on discute, on lui explique, voilà, pourquoi ça prend un peu plus de temps, etc., etc. Là, il commence vraiment à se calmer, il commence à comprendre le cheminement de son dossier, quoi. On va dire, j'étais aussi parmi eux. Donc je comprends. Avec le stress, la personne doit quitter son domicile fin du mois. La personne n'a pas à manger. Il y a différents problèmes. Et si elle trouve une solution et elle sort avec le sourire, pour moi, je suis super content. Parce que voilà, je suis passé par là. C'est un boulot que je changerais pour rien au monde. Ça c'est un boulot qui me plaît énormément. Ça va, il t'a bien? Tranquille? Bonjour. C'est juste à côté à droite, madame. Oui. On se réveille. On arrête de faire semblant de travailler. À demain. À demain. Hein. En fait, je revenais de mes congés et j'étais à Zaventem. J'étais dans les attentats à Zaventem, j'étais victime de ça. Il y a une personne qui s'est fait exploser et puis une deuxième. Moi, j'étais derrière la deuxième personne. Avec le souffle, ça m'a éjecté. J'étais blessé, donc tête, dos, pied, donc je pouvais plus bouger. À ce moment-là, je pouvais pas continuer, c'est pas possible. J'ai perdu énormément mes réflexions, la logique, tout ça, j'ai perdu. Ouais, les médicaments que je prenais, etc., mon cerveau, il était pas à 100%. Ta mentalité change. Ton physique, il change. Enfin, maintenant, je suis bloqué du dos. Enfin, j'ai des problèmes de dos. Je peux plus faire de sport. Je peux plus. Mentalement, enfin, ouais, j'ai perdu parce que voilà, à force de plus lire, de plus travailler vraiment dans les bureaux, etc. J'ai perdu beaucoup de choses que j'arrive pas trop à retrouver en ce moment. Et la perte de confiance en soi. Ça, j'ai perdu totalement confiance en moi, ça, c'est sûr. Après les attentats, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu es vide à l'intérieur, tu vois. Tu es vide, tu n'as plus trop de sentiments. Le seul truc qui te reste, c'est l'énervement, le stress, tout ce qui s'entoure. Parce que voilà, financièrement, c'est difficile. Le corps, il suit pas. On doit essayer de trouver une solution le plus rapidement possible pour reprendre un peu sa vie en main.
Est-ce qu'il y aura d'autres attentats? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, c'est aussi, qu'on ouvre la télé, on dit, ouais, il y a ça. Ça fait aussi flipper. Tout ça, j'ai perdu confiance en moi et voilà, maintenant, j'essaye de récupérer, oui, mais c'est très difficile. Avec les médicaments que je prenais, etc. Après, voilà. Par exemple, si je fais quelque chose de bien, un niveau écrit ou un truc, même si c'est bon, je peux dire que c'est pas bon. C'est une cicatrice qui reste, tu la vois, c'est comme si tu as une cicatrice en fait. J'ai la cicatrice qui est dans mon corps, je la vois. Au début elle faisait mal, maintenant elle fait plus mal, mais la cicatrice est toujours là. Ton corps c'est des règles en fait. Parce que, allez, je sais pas, c'est peut-être le post-traumatique que j'ai eu, le choc, peut-être je sais pas, j'ai plus le même... je suis plus comme avant, on va dire. Il y avait un avant 2016 et un après 2016. 22 mars. Ouais. Pas parce que t'as plus mal que la cicatrice est partie. Non, elle est toujours là. C'est ça. Et c'est un truc qui est parti avec. Les sentiments, tout part avec. J'ai décidé d'avancer parce que s'arrêter, c'était, voilà, j'ai fait un petit temps d'arrêt, mais ça menait à rien, ça menait au suicide directement. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Mon premier travail, c'était dans le bâtiment. Mon tout premier travail, j'avais 16 ans, 15 ou 16 ans. C'était dans le bâtiment, je devais ramasser toutes les pierres, etc. qui restaient. Je devais prendre les bacs de ciment, de monter au 3e étage. Ça, je ne vais jamais oublier. Ah, c'était quelque chose, ça. J'ai fait ça pendant 7 mois. Et après, le deuxième, c'était les marchés. La mise en place du matin, rester toute la journée, refermer, prendre la marchandise, la mettre dans le véhicule, enfin, c'est un travail. Après, c'est pas juste Bruxelles, il y a Anvers, Après, j'ai travaillé dans... Comment ça s'appelle encore? Dans le transport, comment ça s'appelle? Courrier Express. Ça, c'était quelque chose. Je travaillais nettoyage des salles d'opératoire, des salles d'opération, Ouais, j'ai fait pas mal de travail, franchement. Carrefour, Deleuze. Mais ça, c'est rien, parce que j'ai aussi d'autres, mais j'ai complètement oublié. Ben c'est ça, c'est le problème des attentats, par exemple. Pour formuler ma phrase, en fait, j'oublie. Je suis pas concentré. Tu vois, j'ai 400 000 trucs en tête que, tu vois, ça me passe. La concentration, je l'ai perdue complètement. Ah là, j'arrive plus. Même lire un livre, ouais, je le lis. La concentration, je l'ai perdue énormément. Je peux te faire un travail, je vais me concentrer dessus. Mais discuter avec toi, en fait, tout ce que tu vas me dire, je vais réfléchir et je vais essayer de trouver une solution. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Si c'est pour t'aider, je serai concentré avec toi à 100%. Moi, j'aime beaucoup discuter, surtout avec les personnes, voilà, les SDF, les personnes qui sont... qui cherchent du travail, etc. Parce que on apprend beaucoup quand même. On apprend beaucoup. Après, je parle aussi avec des personnes qui travaillent, etc. Mais je parle beaucoup. Je parle avec n'importe qui, en fait. Quand on voit et on discute avec une personne, c'est deux mondes à part. Parfois, tu peux te dire, ouais, cette personne, ouais, ça va. Quand tu discutes avec elle, tu vois, elle t'a collé une gifle. Hein. Franchement, il y a des gens qui t'apprennent la vie. C'est pour ça que c'est bien de discuter avec n'importe qui. C'est magnifique. C'est magnifique parce que tu peux faire changer des comportements et ton comportement aussi il peut changer. Il faut être ouvert à toute discussion. Et c'est ça le problème, ce qu'il y a maintenant, c'est ça le problème avec tout ce qui se passe, etc.
Tout le monde est bloqué. Dans une case, tout le monde est bloqué. Non, il veut pas trop discuter avec... Mais après, franchement, moi, j'étais jamais comme ça. J'ai toujours voulu discuter, voir, comprendre la personne. Pourquoi? Et pourquoi t'es triste dans ton côté? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'es comme ça? Et je discute. Parce que parfois, on se prend la tête. Hein. Mais au final, ça se règle. Et après, on essaye d'aider. Si on essaye d'aider, voilà, en mesure du possible. Si c'est pas possible, je vais dans mes contacts, je regarde tout ce que je dois faire, si c'est possible, c'est pas possible. C'est quand même un petit travail, mais voilà, ça se fait comme ça, naturellement. C'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Aider une personne. C'est con, hein, mais c'est... Quand tu vois, t'es content. Tu sors heureux, tu vois. Et c'est ça qui est magique. Mais avant l'attentat et après l'attentat, ça a jamais changé. C'est le seul truc qui me reste. Depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, j'étais comme ça. Ouais, ça c'est resté, franchement. Parce que je pouvais me dire, hein, moi aussi j'étais au bout du gouffre, tu vois. Il y a personne qui m'aide, etc., etc. Non. Moi j'ai eu des soutiens. Mais c'est peut-être ça qui est resté. C'est ça qui m'a fait continuer sur cette lancée, quoi. Parce que quand j'étais vraiment au bout, ben voilà, j'ai eu de l'aide. Et si j'avais pas d'aide, je serais pas ici. Hein. Ben, je le dis clairement parce que voilà, c'est... Voilà. Bon, heureusement que j'ai eu ma famille et j'ai eu le travail. Mon père, déjà, c'est une personne qui avait pas beaucoup d'argent. Mais malgré ça, il aidait. Énormément. Donc mon père, si maintenant il a juste une paire de chaussures, il va la donner. Il a 5 euros, juste 5 euros jusqu'à la fin du mois, il va donner les 5 euros. Il va nous dire, ne vous inquiétez pas, l'argent ça rentre, tout se renouvelle. Et voilà, je suis resté dans cette logique-là. Et après, mon vécu, ouais, il y a personne qui m'a... J'ai pas de grand frère, j'ai rien. Donc c'est moi-même je me suis construit tout seul. Je suis le plus grand. J'essaie d'inculquer ça à ma sœur et mon petit frère. Qu'eux aussi, ils sont devenus comme ça aussi. Ils me ressemblent à peu près dans ça. Même ma sœur aussi. Franchement, bon, voilà, j'ai essayé. Voilà, maintenant, on est super contents. Voilà. Pas parce que voilà, si maintenant on garde les 50 euros sur le compte d'épargne, c'est bien. On peut mettre 25 euros et partager 25 euros. C'est mieux. On sait que voilà, il y a le sourire, il y a d'une petite famille, 25 euros, ok, ça peut nourrir, hein, ça peut nourrir toute une famille. Et ça peut te faire plaisir parce que tu as aussi 25 euros de côté. Quand on voit le sourire de la personne, quand on voit qu'il va manger, qu'il va... Allez, c'est même pas donner l'argent, c'est la nourriture, c'est le truc de première nécessité. Par exemple, moi, je trouve un SDF dehors, voilà, je discute avec lui, etc., etc., etc. Et après, voilà, je lui dis, je m'entends bien avec un night shop ou un truc comme ça, ou un truc. Je lui dis, écoute, voilà, celui-là, il va passer. Tu lui donnes ni boisson, ni alcool, ni rien. Tu lui donnes juste à manger. Et moi, je te paye après. Je m'en fous qu'est-ce qu'il a pris, mais du moment que j'essaie, moi, j'ai une confiance entre la personne et moi, enfin, le magasin et moi, on a une confiance, voilà. Il m'a dit quoi, 25 euros, ben voilà, 25 euros. Et il n'a pas pris d'alcool, il n'a pas pris d'alcool. Et même la personne, l'SDF, il comprend, il sait que voilà, il doit pas prendre l'alcool lui-même, parfois de loin. Il me fait, Mohamed, voilà, hier j'ai pris juste ça aujourd'hui. Ouais, j'ai pris un coca et un truc. Ouais, c'est bien, prends. Du moment que tu manges, c'est le principal. Et le matin, j'avais une boulangerie où voilà, 1 ou 2 fois par semaine, je prenais 5, 6, 7, 10 cooks. Je comptais parce qu'il y a un truc juste à côté pour faire leur douche, les SCF, etc. Ben, je comptais ce qu'il y a devant la file et puis je donnais, j'achetais. Pour moi et ma soeur, on achetait et puis on donnait un croissant et un truc à boire. Ah, ça fait du bien, un croissant le matin, moi-même, ça fait plaisir. Et voilà, quand on voit leur sourire, etc., ben ça passe. Et j'ai perdu quoi? Peut-être 15, 20 euros. C'est rien. C'est rien.
si maintenant vous voulez aider, il faut pas travailler au CPS, quoi. Enfin, faut juste te dire, ouais, je vais travailler au CPS pour aider. Non, tu peux le faire même en dehors du travail. C'est juste ça. Lui, je dois encore l'aider sur ça, je dois encore l'aider ça, tu vois. C'est pour ça que enfin, c'est fou, hein. C'est fou. En fait, j'aime pas parler de ça parce que... En fait, j'aime pas parler de ça et j'aime pas... C'est comme si je faisais une publicité de moi-même. Or que non, j'aime bien être... C'est pour ça que d'ailleurs, je voulais pas faire assistant social, je voulais rien faire. Je voulais le faire par plaisir. Aider les gens par plaisir. Pas être payé pour faire ça. Je pouvais être assistant social, je pouvais continuer, etc. Parce qu'on a plusieurs opportunités, on a beaucoup d'opportunités ici au CPS. Mais c'était un truc que je voulais garder pour moi. C'était mon petit truc à moi. CPS Derrière les badges est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio, à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait de Mohamed en images sur la page Instagram Derrière les badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Riffon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnon, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacolin en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Riffon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Riffon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.